En septembre 2002, un corps non identifié est découvert dans un étang du centre-ville de Reims. Au départ, les enquêteurs pensent à un vol qui tourne mal. Puis le corps, inconnu, est identifié par la famille. Il s'appelle François Chenu, il a 29 ans. Sa vie, son histoire, apporte un nouvel angle pour les enquêteurs, qui pensent à un tout autre mobile pour le meurtre de François, le crime de haine, soit s'en prendre à une personne en raison de son appartenance. Dans cette affaire, il s'agit de l'homophobie. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Samunti. Bienvenue sur ma chaîne qui parle de disparition, de crimes et de faits de société. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, place à l'affaire du meurtre de François Chenu. François Chenu est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Il a 2 sœurs et un frère. Tous sont déjà adultes et vivent leur vie chacun de leur côté au moment où François disparaît, au moment où il est tué. À cette époque, François est le gérant du McDonald's de Sedan, à 1 heure de Reims. En septembre 2002, François Chenu, 29 ans, parle à ses parents, Marie-Cécile et Jean-Paul. Il y a une annonce très importante à leur faire. Il est en couple depuis quelque temps. François fait son coming out à ses parents. Sa sœur et son frère sont au courant depuis un moment. Ils discutent quelques minutes avant que Marie-Cécile ne parte au travail. Il est 13h30, le vendredi 13 septembre 2002. François et ses parents prévoient de se revoir dans le courant de la semaine prochaine, histoire que François présente son copain à sa famille. François lui prévoit de passer 3 jours sur Reims. Il dépose sa voiture chez sa tante qui vit en ville et qui part en vacances en lui laissant les clés de son appartement. Il pense à faire son coming out à sa tante et son oncle. François a donc un lieu où dormir durant ces 3 jours de repos. Le soir même, donc le vendredi 13 septembre au soir, François se rend au Malabar, un café de la ville de Reims. Le week-end passe. Chose surprenante, François ne donne plus de nouvelles. Sa sœur Isabelle s'inquiète en première. Cela lui semble très étrange que François ne donne aucune nouvelle à personne. Ce n'est que lundi suivant que la famille apprendra que François a été retrouvé sans vie dans un étang. Le corps retrouvé durant le week-end n'avait pas encore été identifié. C'est la sœur de François, Isabelle, qui tombe sur un article expliquant qu'un corps inconnu fut retrouvé dans l'étang du parc Léo-Lagrange à Reims. Elle se rend au commissariat et identifie le corps de son frère. Le lundi 16 septembre 2002, le corps a un nom. Il s'appelle François Chenu, il a 29 ans. Son corps est découvert par 1 mètre de profondeur dans un des bras de l'étang, face contre le fond. Le corps de François est couvert de blessures, en particulier sur le visage. Son corps est également en partie dénudé, son torse est nu. Et l'enquête commence avec ces éléments. Les enquêteurs suivent probablement plusieurs pistes. En premier, celle d'un vol qui tourne mal, d'une dispute et du crime homophobe. Les enquêteurs remarquent que la carte bancaire de François a été utilisée sans succès. Le ou les voleurs n'avaient pas son code de carte bleue. Également que quelqu'un lui a pris son portable, qu'il est resté éteint quelques jours, mais que le portable a été rallumé, mais avec une carte SIM différente, qui n'est pas celle de François. La carte SIM appartient à une certaine madame Billette, habitante de Bazancourt, une commune au nord de Reims. Bon, les enquêteurs, les policiers ont un nom. Ils font donc une petite enquête sur la famille. De cette enquête découle quelque chose d'important. Un mobile. Le crime de haine. La famille baigne dedans. Madame Billette vit donc à Bazancourt, un petit bourg à 20 km de Reims. La famille vit dans une maison. La mère, le père et 4 enfants. L'enquête faite par les policiers révèle plusieurs choses.
Le plus jeune des fils, Frank, est, je cite, connu pour appartenir à la mouvance skinhead extrémiste, et que c'est également un admirateur du Troisième Reich, selon Ici France. Également, ils se rendent compte que toute la famille, et même certaines connaissances, baignent là-dedans. Évidemment, il y a une perquisition qui est faite au domicile familial, qui apporte encore plus d'éléments accablants. On voit le père de famille en photo avec un uniforme militaire faisant le fameux signe. Les enquêteurs découvrent également du matériel de propagande du mouvement national républicain, parti créé le 25 janvier 1999 par Bruno Maigret, destiné à incarner, je cite, le renouveau et l'avenir de la droite nationale. Un lien sera même fait avec un homicide datant de 1995. Une des filles de la famille Billette était en couple avec l'un des 4 skinheads responsables de la chute mortelle dans la Seine de Brahim Bouram durant la manifestation du Front National en honneur à Jeanne d'Arc le 1er mai 1995. Le jeune homme est poussé au niveau du pont du Carrousel. Happé par le courant d'une scène accrue, Brahim mourra noyé. Les 4 accusés sont Michael Fréminet, 19 ans, qui sera puni de 8 ans de prison ferme, Christophe Calam, David Albin et David Parent, qui prennent 5 ans de prison, dont 4 ans avec sursis, pour non-assistance à personne en danger. Dans l'affaire du meurtre de François Chenu, il y a 3 suspects. Fabien Lavenu, 23 ans, le copain d'une des filles de la famille Billette. Michael Régnier, 25 ans, un proche de la famille et proche des adeptes de l'idéologie néo-nazie. Le seul à avoir des antécédents judiciaires. En janvier 2002, pour port d'armes prohibé. D'avoir tué également des propos racistes durant une manifestation du FN. Le dernier suspect est Franck, dernier de la famille Billette, qui a 16 ans. Fabien Lavenu va très vite reconnaître les faits. Encore plus, depuis qu'il a eu son permis de conduire il y a environ 6 mois, il explique durant sa garde à vue qu'il est à environ 8 expéditions pour, je cite, casser du PD ou de l'arabe. En début de l'année 2003 a lieu la reconstitution de l'agression et du meurtre de François. Les parents du jeune homme seront présents ce jour-là. Le 7 octobre 2004, le procès à huis clos des 3 suspects s'ouvre à la cour d'assises de la Marne. Il y a un procès à huis clos car il y a un mineur parmi les suspects. Durant le premier jour du procès, le déroulé de la soirée du vendredi 13 septembre 2002 sera raconté du point de vue des accusés. Nous sommes le 13 septembre 2002 au soir. Les 3 accusés ou suspects se réunissent. Je cite l'article d'ici.fr. Fabien Lavenu a expliqué que depuis 6 mois, ils avaient dû faire un peu moins d'une dizaine d'escapades pour casser de l'arabe ou du PD. Michael Régnier leur dit alors que ce serait pas mal d'aller quand même au parc Léon Lagrange. Ce n'était pas la première fois qu'ils y allaient dans ce but. Sauf que les fois précédentes, les cibles les voyaient arriver et se mettaient à courir. Ça a été toute la différence avec François Chenu, précise encore l'enquêteur Jérôme Noël au micro de Monique Dorien, journaliste à Ici Champagne-Ardenne. François Chenu n'est pas de la ville, il n'en connaît pas les codes. Alors oui, il s'est rendu au café Malabar, parce que c'est un café connu dans la ville pour être une safe place pour les homosexuels. Au cours de la soirée, il aurait appris que le parc tout proche, le parc Léon Lagrange, est un lieu de rencontre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le lieu est dangereux. En tout cas, selon mes recherches, personne dans le bar ne lui a dit que le parc était un lieu de rencontre, mais qu'il fallait être sur ses gardes. François se rend donc dans le parc pour se balader ou faire une rencontre. Il va tomber sur les 3 suspects qui, pour leur expédition, se sont cachés dans les buissons. Il repère François qui marche tranquillement. Il est abordé par l'un d'eux, je suppose, qui lui demande s'il est homosexuel ou non. François répond que oui, il ne fuit pas, contrairement aux autres. Les 4 agresseurs sont choqués de leur réaction
et commencent à frapper François. Ils vont tabasser François uniquement parce qu'il est homosexuel. Durant le passage à tabac, François tombe dans l'étang. L'un des agresseurs lui tend la main pour le remonter. François ne se démonte pas et leur aurait dit « Vous êtes des lâches », ce qui aurait décuplé leur colère. Je cite « Ça nous a excités encore plus et on l'a fini », aurait dit l'un des tueurs de François. Je mets une parenthèse pour un avis personnel. C'est un peu un moyen de laisser penser que si François est décédé, c'est un peu de sa faute. C'est un moyen d'inverser la culpabilité. Mais ce n'est qu'un avis perso. Je referme la parenthèse. Après 3 jours d'audience, durant les autres jours, ils ont parlé de la vie de François et de la vie des 3 accusés. Après 3 jours d'audience, le 9 octobre 2004, ils sont tous les 3 reconnus coupables du meurtre de François Chenu. Les accusés majeurs sont condamnés à 20 ans de prison. Le mineur, lui, est condamné à 15 ans de prison. Par contre, je n'ai pas vu sur les différents sites la circonstance aggravante d'homophobie. Après tout, je suis nulle en recherche d'informations. Mais comme ils en parlent sur tous les réseaux, sur plusieurs sites que c'est un crime homophobe, ça aurait dû justement être une circonstance aggravante et aggraver la peine. Mais comme l'audience a eu à huis clos, peut-être que ça a été dit durant le procès, mais ce n'a pas été retranscrit par les médias. En juin 2002, a lieu la première Gay Pride à Reims. 3 mois plus tard, François Chenu est tué. Il fait partie de la longue liste des victimes d'actes homophobes. Les parents de François seront au contact avec les accusés après le procès. Jusqu'en 2008, ils vont écrire des lettres dans le but de les aider à changer, leur dire qu'il y a du bon en eux et qu'ils doivent le découvrir. Fabien va leur répondre. Dans sa lettre, il aurait écrit, je cite, « Vous dites qu'il y a du bon en moi, je n'y crois pas. » L'un des meurtriers de François Chenu a fait parler de lui récemment, Mickaël Rognier, qui a 43 ans aujourd'hui. Il a été accusé par une femme d'agression sexuelle en fin 2025. En première instance, il est condamné à 4 ans de prison ferme. Il reconnaît les faits, mais déclare que c'était involontaire. Son avocat fait appel et demande qu'il soit relaxé. Relax, qui lui sera accordé le 8 avril 2026. Une stèle en hommage à François Chenu a été mise en place au sein du parc Léon. Un documentaire en souvenir de François a été produit, Au-delà de la haine, par Olivier Meyrou en 2005. Les hommages se succèdent. Personne n'oubliera François. Non, personne ne doit oublier les noms des victimes de la haine. Pour conclure cette vidéo, je vais parler chiffres. Où en est-on en France en 2026? Le chiffre clé du ministère de l'Intérieur, je cite, « En 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 4 800 infractions anti-LGBTQIA+ en France, dont 3 100 crimes ou délits et 1 800 contraventions. Les crimes et délits anti-LGBTQIA+ progressent de 7% en 2024, après une hausse de 14% en 2023, selon le ministère de l'Intérieur. Les infractions anti-LGBT+, ont augmenté de 15% en moyenne par an sur la période 2016-2023 et touchent principalement les grandes villes de plus de 200 000 habitants, notamment Paris. Selon plusieurs associations, leur rapport révèle en 2024 que 21% des témoignages reçus concernent des actes transphobes, soit 500 actes contre 227 l'année précédente, donc en 2023. Je donne des cas concrets. Le 6 septembre 2024, un couple a été violemment agressé près du canal Saint-Martin à Paris en raison de leur orientation sexuelle. Le 21 septembre 2024, un jeune homme de 17 ans a été victime d'une agression homophobe à Mazamet, dans le Tarn, après avoir révélé son homosexualité.
je parle également d'actes racistes. En 2025, la police et la gendarmerie nationale ont enregistré 9 700 crimes et délits à caractère raciste, soit une hausse annuelle de 5%, avec plus de 16 400 infractions au total sur l'année. Crimes, délits, contraventions. 10 100 victimes ont été recensées, principalement les hommes de 25 à 54 ans. Entre 2017 et 2024, les actes racistes enregistrés sont passés de 9 000 à plus de 16 000. Et les cas les plus graves, donc crimes et délits, ont plus que doublé, passant de 4 800 à 9 350 selon l'Observatoire des inégalités. Selon ce même Observatoire des inégalités, l'essor des réseaux sociaux pourrait expliquer cette augmentation des insultes et injures envers les personnes racisées. Maintenant, passons à ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est vraiment plus global sur l'homosexualité. Selon le laboratoire d'observation des inégalités, encore une fois, 64 pays répriment l'homosexualité, ou plutôt répriment tout ce qui n'est pas cisgenre hétéro. Sur ces 64 pays qui pénalisent l'homosexualité, 12 la punissent de mort. Je reviens vite fait sur les thérapies de conversion, où est-ce qu'on en est en France et au niveau européen. En France, il y a une loi qui a été votée en janvier 2022 qui criminalise les thérapies de conversion. Une thérapie de conversion, c'est contraindre une personne qui n'est pas cisgenre hétéro à devenir cisgenre hétéro. Grosso modo, c'est ça. Et de diverses façons qui ne sont pas très délicates. Voilà. En considérant que c'est une maladie, une abomination, enfin tous les termes qui peuvent être utilisés, plein de termes ignobles, quoi. La peine de prison, les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, voire 3 ans et 45 000 € d'amende si la victime est une personne mineure ou vulnérable. Et je vous mets sur la vidéo un encart qui vous montre qui a voté quoi. Et voilà, vous ferez un avis. Maintenant, on passe au niveau européen. Alors, l'Union européenne a décidé de ne pas interdire les thérapies de conversion au niveau de tout l'ensemble des pays européens. Mais, cependant, elle encourage les États membres à le faire de façon individuelle. La Commission a justifié cela en disant ne pas avoir les compétences légales pour une interdiction efficace. Vous en conclurez ce que vous voulez. Ça date de mai 2026, donc c'est vraiment très récent. Ça date du mois dernier. Et je mettrai également sur la vidéo un petit encart, même peut-être une petite vidéo qui fera défiler le texte et vous ferez pause si vous voulez le lire. Et de toute façon, je vous mettrai un petit lien soit en barre d'infos, soit en commentaire épinglé. Et donc, sur le plan européen, il n'y a que 8 pays qui interdisent totalement la pratique. France, Belgique, Chypre, Allemagne, Malte, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. Donc ça veut dire que tous les autres pays, il n'y a aucune interdiction et donc vous pouvez subir ce genre de choses dans ces pays-là. Voilà, c'est déprimant. C'est très déprimant. Donc je vous donne des détails sur les méthodes utilisées. Électrochoc, injection massive de testostérone ou technique d'aversion, montrant des images d'actes homosexuels pour créer du dégoût. Ce que je vais faire, parce que je n'ai pas non plus envie de trop rentrer dans les détails, parce que je suis pas journaliste et j'ai pas forcément les compétences pour rentrer en détail et tout. Ce que je vais faire, c'est que je sais que les petits icônes qui présentent les vidéos, d'autres vidéos qu'on lit ne marchent pas ou pas tout le temps. Donc en description ou en commentaire épinglé, je ferai une section justement si ça vous intéresse si ça vous intéresse d'en savoir plus, des liens de vidéos plus ou moins connues, dont celle de Feldup, qui en parle, qui explique ce qui se passe. Sur certaines, il y aura des vidéos
ou des photos, donc ce sera très graphique. Donc je mettrai un trigger warning pour vous dire: regardez si vous avez la force, l'énergie psychique pour regarder et hem et donc je vous proposerai, je pense, 2-3 liens ou peut-être 4 sur les thérapies de conversion et montrer, les conséquences, que ça a sur les victimes, en fait. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette, vidéo. Heu, je sais pas quel temps elle va faire. J'espère que vous avez supporté la vidéo jusqu'au bout. Si ma voix était pas trop monotone, je suis désolée. Je J'arrive pas, quand je lis un texte à être, je sais pas être monotone. Likez, commentez et partagez si vous le désirez. Restez attentifs et curieux et surtout, prenez soin de vous.